Bonjour les filles, comment ça va? Bonjour Andrés, ça va et toi? Wow, tu as une très belle foulard rouge. C'est une très jolie couleur. Oh merci, je l'ai acheté au Mexique. C'est fait avec un tissu coloré à base d'un pigment traditionnel. Ah oui? De quoi s'est-il composé? Il est fait d'un pigment rouge animal. Tu ne connais pas l'histoire du rouge cochenille? Non. Viens, on va te la raconter. Les pigments rouges sont utilisés par les hommes depuis la préhistoire, il y a environ 30 000 ans, pour décorer les grottes, colorer les tissus ou s'étendre les cheveux et la peau. Les indigènes de la tribu Imba du nord de Namibia ont la tradition ancestrale de se teindre les cheveux et la peau en rouge, et ils l'ont préservé depuis l'Antiquité. Ce n'est pas incroyable, il existe différents pigments provenant de différentes origines. Les colorants ne sont pas la même chose que le pigment. Le pigment est une espèce qui est insoluble dans le milieu de dispersion, tandis que le colorant peut se solubiliser dans ce milieu. Un des premiers types de pigments rouges utilisés sont les minéraux comme l'oxyde de fer monohydraté. C'est un pigment inorganique. Mais on trouve aussi des colorants rouges organiques d'origine animale comme l'acide carminique ou carmésique. C'est fascinant, mais ce sont des colorants animaux d'élevage, d'oiseaux? Mais non, l'acide carminique provient d'un petit insecte appelé la cochenille, et l'acide carmésique provient aussi des cochenilles. On le retrouve également dans un coquillage qui s'appelle le murex. Il y a des cochenilles un peu partout dans le monde, mais les cochenilles que l'on exploite sont élevées au Pérou et au Mexique. On peut également les retrouver sur les îles Canaries. Alors ce sont les civilisations aztèques et mayas qui ont découvert ces pigments? Nous ne sommes pas sûrs, mais nous pensons que ce sont les premières civilisations à avoir utilisé ces pigments, car nous avons beaucoup de preuves des historiens. Ils en mettaient pour colorer leur céramique 700 ans avant Jésus-Christ. Et où est présente cette substance dans la cochenille? Pour commencer, il n'y a que les femelles qui produisent cette substance. Le colorant est présent principalement dans le soft de cochenille femelle et était également utilisé comme une substance pour se défendre. On l'appelle acide carminique. Mais qu'est-ce que c'est l'acide carminique? Moi, je suis nul en chimie. C'est très simple en fait. L'acide carminique est une molécule organique rouge. Elle est composée des parties suivantes. Il y a une partie chromophore qui est l'anthraquinone. Elle présente de doubles liaisons conjuguées, ce qui lui donne des propriétés photophysiques. Elle a des groupes phénols, qui sont les OH reliés aux anneaux chromophores, et un groupement de sucre dont le rôle est méconnu, mais qui vient de la biosynthèse de la cochenille. C'est cette formule qui lui permet d'avoir différents états de protonation en fonction du pH, c'est-à-dire à différentes acidités ou basicités d'une solution. Mais comment passe-t-on de l'animal au colorant? Viens, nous allons te montrer son extraction en laboratoire. Tout d'abord, nous devons écraser les cochenilles dans un mortier pour faire sortir le composant du colorant. Pour séparer le reste de cochenilles du colorant, nous faisons une filtration. Ensuite, nous y ajoutons de l'eau chaude sur les colorants et nous homogénéisons la solution. C'est la manière plus simple, mais il en existe des plus compliquées. Puis, on peut faire varier la couleur de la solution en fonction du pH. Si on met la solution à pH acide en ajoutant un peu d'acide chlorhydrique, elle sera rouge. Et si on ajoute une solution de soude pour arriver à pH basique, la couleur de la solution sera violette. Ce phénomène de changement de couleur a lieu à cause des déprotonations que la molécule subit au fur et à mesure que l'on augmente le pH. Pour comprendre cela, il faut expliquer le concept de pKa. C'est une mesure quantitative de la dissociation des atomes d'hydrogène d'une espèce acide. Plus un acide a tendance à dissocier un hydrogène, plus l'acide est fort et plus le pKa est petit. Cette perte d'un hydrogène est ce qu'on appelle la déprotonation. Nous sommes sûrs que l'acide carminique a au moins 4 pKa et cela se traduit par 4 déprotonations, donc 4 pertes d'atomes d'hydrogène et ainsi 4 changements de couleur. Si l'on fait l'analyse de ces solutions par spectroscopie d'absorption UV visible, on voit qu'on obtient une variété de spectres d'absorbance différents en fonction du pH. La spectroscopie d'absorption UV visible est une technique de caractérisation basée sur la mesure de l'intensité lumineuse absorbée par un échantillon en fonction de la longueur d'onde. Elle est comprise entre 400 et 800 nanomètres. Cette gamme va du proche ultraviolet au visible. Pour montrer l'effet de la lumière sur les solutions à différents pH extraites tout à l'heure, nous les avons mis sous une lampe LED spéciale avec une forte intensité lumineuse pendant 24 heures. Cela simule 2 ans d'irradiation dans les conditions normales.
Après une journée d'irradiation, nous avons observé que certaines solutions avaient décoloré. La lumière a dégradé certaines solutions. On parle alors de photodégradation. Ensuite, nous avons réanalysé les solutions irradiées par spectroscopie d'absorption UV visible et nous nous rendons compte que les spectres de solutions à pH supérieur à 4 sont différents. En revanche, nous pouvons observer qu'à pH 2, rien ne se passe et à pH 4, l'allure de la courbe du spectre est similaire avant et après la photodégradation. Cela veut dire que 24 heures d'irradiation n'est pas suffisant pour détruire tout le colorant. À pH 4, il y a aussi une cinétique plus lente qu'au pH basique. Nous voyons bien que le colorant s'est complètement dégradé pour les pH basiques. De plus, nous voyons que pour les espèces dégradées, l'absorbance diminue. Nous ne connaissons pas les espèces produites, mais nous supposons que ce sont des espèces radicalaires et des recherches sont actuellement en cours. Pour cela, nous devons utiliser d'autres techniques d'analyse comme la RMN ou la chromatographie par exemple. J'ai vu que cette dégradation dont vous parlez a aussi lieu dans les tableaux et tissus. Regardez les tableaux des portraits de Madame Léon Clapis, du peintre Auguste Renoir. Initialement, les fonds étaient complètement rouges, mais la lumière a dégradé l'œuvre. Si on enlève les quatre, on observe que les parties protégées par ces derniers n'ont pas subi la photodégradation car elles n'étaient pas exposées à la lumière. Regardez, elles sont encore rouges. Ces types d'analyses sont très importants pour l'étude du patrimoine culturel et ils permettent d'obtenir beaucoup d'informations pour sa préservation. Oh, je vois qu'il est déjà 20h. Je dois rentrer, mais nous pourrons continuer cette conversation une autre fois. D'accord, pas de problème. J'espère que tu comprends mieux l'histoire et la synthèse du pigment rouge, Andrés. Oui, c'était très intéressant. Je comprends maintenant l'importance de ces pigments ancestraux. Merci beaucoup les filles. Allez, ciao! Ciao!